Alors, du coup, on a une plénière d'ouverture qui change un peu des formats habituels. Cette année, on a décidé de parler de ce fameux monde d'après, qu'on a presque tous appelé de nos voeux pendant le confinement, au moment du déconfinement. Et puis, il y a eu quelques désillusions, quelques comportements qui nous ont fait dire « Ouh là là, c'est pas pour aujourd'hui, peut-être moins pour demain ». Donc, l'idée sur cette conférence d'ouverture, c'est d'en parler sous vue du prisme de différents acteurs, différents secteurs. Donc avec Jean, Olivier et Jean-Baptiste, on va parler du volet institutionnel, comment vous, au niveau d'un CRT, au niveau d'un département, au niveau des offices de tourisme que représente JB avec la Fédération de Nouvelle-Aquitaine, la MONA, que vous connaissez, comment on envisage de se transformer, de se réinventer, qu'est-ce qu'on a fait pendant cette saison. Et juste avant de commencer, ce que je vous propose, c'est une petite séquence dans la mesure où on n'était pas sûr que nos intervenants puissent être tous là. On a préparé avec 3 experts des petits zooms de comptoir pour pouvoir vous remplacer, messieurs, si vous aviez été covidé, cas contact, etc. Donc voilà, je vous propose un premier petit zoom de comptoir. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce petit zoom. Alors, on va balayer un petit peu les conditions de la saison estivale. On va commencer avec toi, Jean-Luc. Donc, Jean-Luc Bouloutin, tu es aujourd'hui directeur de l'Office de tourisme du Grand Canilounet, une toute nouvelle structure, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Avant, j'étais juste responsable de l'Office du tourisme du Petit Canilou. Et depuis la loi NOTRe, on a fusionné à l'échelle de l'intercommunalité. Donc maintenant, c'est le Grand Canilounet. Et comme on faisait partie du pays d'accueil de l'Auvergne, c'est le Grand Canilounet en Auvergne. Voilà, une jolie structure avec, on en a profité pour refaire notre charte graphique et notre image que vous voyez derrière moi. Donc on est finalement assez fiers. Bien, merci Jean-Luc. On est également avec Laurence. Donc Laurence, tu travailles toi aussi en office de tourisme. Raconte-nous un petit peu quelle est ta mission, ton rôle au sein de l'office. Oui, alors en effet, moi je travaille en office de tourisme, donc je suis community manager, je suis aussi web manager, chief happiness officer, et puis aujourd'hui je suis référente Covid QVT, quoi. D'accord, très bien. Et puis on a le plaisir d'accueillir d'un peu plus loin de chez nous Jean-Didier Pinault. Donc Jean-Didier Pinault, pardon, vous êtes consultant, excusez-moi, chez Inspirational Tourism. Racontez-nous un petit peu quelle est votre mission au quotidien. Écoutez, notre mission chez Inspirational Tourism and Partners, c'est d'accompagner des destinations dans leur développement stratégique, clairement au niveau des territoires. Je suis ravi d'être avec vous. Je suis dans ma chambre d'hôtel ici à Dubaï. Je suis ravi d'avoir pu trouver un petit peu de temps pour rejoindre votre sympathique échange. Très bien, merci Jean-Didier. Laurence, on va rentrer dans le vif du sujet avec vous. Alors, racontez-nous comment s'est passé cet été pour vous? Oui, tu sais, nous cette année, on a fait comme tout le monde. On est resté en France, évidemment. Hashtag cet été, je visite la France, mais pas le choix, en fait, tu me diras, puisque j'ai perdu mes billets pour le Sri Lanka. Et là, Théo me dit, mon amoureux, mon crush, il me dit, chérie, on part dans les Cévennes. Ah super, les Cévennes, c'est quand même une superbe région, non? Ouais, je te cache pas qu'au début, j'étais pas hyper convaincue. Enfin, tu vois, un gîte dans les Cévennes, je sais même pas où c'est. Enfin, so boring, quoi. Et en fait, arrivé là-bas, écoute, c'est incroyable. C'était génial. Le gîte, une ravissante bâtisse. Je sais pas comment ils ont transformé cette vieille ruine en un petit bijou. Mais alors, vraiment, moi, je suis tombée totalement sous le charme de ce maquis, Cévenol. Tu vois, on a fait plein de choses, on s'est ressourcés. On a fait de l'aquabranche, on a mangé des pélardons. J'ai fait un atelier de poterie tantriste à Anduze. Bon, c'était formidable, quoi. Bon, super, merci Laurence. Jean-Luc, peut-être avec toi, on va revenir sur les conditions de cette saison estivale, parce que toi, tu connais bien ce type de vacances que nous décrit Laurence. Comment ça s'est passé chez toi, au juste? Nous, on a fait un carton cette saison, quoi. En fait, ça a été génial, quoi. En fait, on fait vraiment partie de ces territoires ruraux à fort potentiel de développement sur l'outdoor, les produits locaux en circuit court, bio, circulette, de type courgette, etc. En fait, ça a vraiment super bien marché. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. On a fait plus 2000% sur notre visite guidée. À 2000%, mais c'est énorme, ça.
Eh ben oui, parce que en fait, l'an dernier, on avait été obligé de l'annuler, notre visite estivale, par manque de participants. Et cette année, avec le déferlement qu'on a eu, la jauge de 10 a été super vite atteinte. Et alors, on a une explication à ce phénomène incroyable de ruée vers le Grand Canillounet? Ah oui, moi je pense que c'est notre plan de relance en fait, qu'on a voté avec la communauté de communes, une tuerie. On a tout misé sur une énorme campagne de com en Ile-de-France, affichage à la sortie des stations de métro. Affichage à la sortie des stations? Et ouais, pas couillon, parce que comme il n'y avait plus un francilien qui prenait le métro, nous on affichait en dehors, en sauvage, sur les arbres. On a mis 50 affiches avec une photo de barque un peu pourrave, tu vois, à fond plat, sur une mare verte, et le slogan qui tue, cet été, pas la peine d'être sur un yacht pour se la couler douce. Et encore, moi c'est le président qui a choisi, mais je préférais l'autre version proposée par l'agence, type pub comparative. Vous allez voir, je vous l'ai préparé, je vais vous partager mon écran. Alors, elle a utilisé une photo qu'on a prise l'an dernier quand on a eu notre incendie sur nos collines, et elle a titré « Vous rêviez de Californie, évadez-vous près de chez vous, Grand Canillounet ». Franchement, c'était le truc top, mais bon, c'est pas moi qui ai choisi, c'est le prix. D'accord, oui, on peut dire que c'est quand même relativement ambitieux comme campagne de communication. Jean-Didier Pipo, vous qui observez ça avec votre œil, j'ai envie de dire planétaire, bonne ou mauvaise saison au final? Vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises saisons. Moi, si je devais résumer le tourisme d'aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui se tendent la main, peut-être à un moment où ils ne pouvaient pas, où ils étaient seuls chez eux. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent un territoire. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas le touriste en face, je dirais le miroir qui vous aide à avancer. Alors ce n'est pas mon cas, comme je le disais, puisque moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement, quand beaucoup de gens me disent mais comment fais-tu pour avoir ce professionnalisme? Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis que c'est ce goût de l'amour, ce goût qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une société de conseil en Inspirational Tourism, mais demain, qui sait, peut-être de simplement me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. Merci Jean-Didier. Hop. Allez, on va passer aux choses un peu plus sérieuses. Un coucou et un bonjour à notre ami Denis Genevoix qui malheureusement a dû rester en Belgique et ne peut pas être parmi nous. Mais voilà, on lui rend hommage à travers cette petite vidéo. Merci à vous trois d'avoir patienté pendant ce temps. On va revenir avec vous donc sur d'abord peut-être un petit mot de la saison avec chacun de vous trois. Vous avez chacun un micro individuel, je vous laisse vous servir. Jean, le tourisme a peut-être eu un regard un peu différent pendant cette période. On en a beaucoup parlé, on a eu des plans d'aide qui ont été annoncés et on a l'impression que d'un seul coup le tourisme est peut-être redevenu finalement aux yeux de certains ce qu'il est réellement, c'est-à-dire une vraie économie, pas seulement un passe-temps, pas seulement des gens qui aident les autres à passer de bonnes vacances, mais une véritable économie importante pour notre pays, pour nos régions, et peut-être un regard différent de certains élus. Comment tu vois ça de ton point de vue? Et puis un petit mot sur comment s'est passée la saison chez vous en Occitanie. Moi je rentre de Dubaï, j'étais avec Jean-Didier Pinot là. Je suis un peu jet-lagué pour te répondre, mais moi je trouve malheureux qu'on soit obligé de vivre des crises pour que tout d'un coup on s'aperçoive que, moi j'aime pas dire que le tourisme c'est l'économie, parce que c'est d'une telle banalité que je pense qu'il faut qu'on arrive à dépasser ça. Mais c'est vrai que c'est toujours dans les moments de crise que on va compter les difficultés ou des entreprises ou des emplois. Hier on était à Montpellier sur un workshop sur Destination Incentive, sur les acteurs de l'événementiel. Enfin, c'est une cata complète. Moi je considère que les élus, au regard de ce qui s'est passé cet été et par rapport à cette situation de crise, ont pris conscience que le tourisme c'était un peu plus que des actions de communication effectivement à la sortie du métro ou dans le métro, parce que c'est souvent dans le métro ou dans les gares, que la communication, que le marketing c'était pas que de la com et que la com c'était pas que de la pub. Voilà.
Et s'ils ont déjà compris ça, je trouve que c'est déjà pas mal, parce que c'est vrai que c'est souvent sur des recommandations politiques qu'on va s'afficher dans les gares, parce que c'est là où on sort du train et c'est là où on a envie que les gens qui prennent le train voient qu'on a fait des efforts pour valoriser le territoire. Je trouve qu'il y a une prise de conscience un peu nouvelle pour considérer que on n'est pas obligé comment dirais-je, de faire en sorte que les Parisiens aient un regard positif sur nous. Moi, c'est un truc qui m'énerve de plus en plus. Hier, j'ai vu une de nos collègues, Christelle Taillarda de l'Aube, qui nous dit il y a Stéphane Bern qui fait une nouvelle émission, alors c'est sur la meilleure recette de France. Et il faut que toutes les régions viennent présenter en costume traditionnel. Enfin, je veux dire, on est revenu au temps de l'expo colonial. Enfin, je veux dire, on viendrait habillés pour que les Parisiens nous voient comme ils souhaiteraient nous voir, nous, en bon provincial. Donc, il y a en plus, tu sais même pas faire le cassoulet. Moi, je suis pas de, je veux dire Californie, parce que je suis pas d'Occitanie. Non, mais il y a moi, je trouve qu'il y a une prise de conscience un peu nouvelle. On a travaillé de manière plus solidaire ensemble, et ça, c'est quand même quelque chose qui est, à mon avis, appréciable. Et quant à l'économie, mais j'y reviendrai tout à l'heure, on a découvert que les 40% de Français qui partaient pas en vacances pouvaient être des vecteurs de croissance. Et ça, j'espère que c'est quelque chose qui est ancré dans les esprits et qu'on ne va pas considérer que ces clientèles nouvelles sont juste des clientèles d'appoint par rapport à une situation de crise et que voilà, on reviendrait à 35e pour aller chercher des gens de plus en plus loin, alors qu'on a prouvé cet été que ces 40%, quand on leur donnait un petit coup de main, quand on les acculturait au temps de vacances, ils étaient capables de venir consommer. Et puis le dernier truc que je voudrais dire, c'est que moi, la grande leçon que j'ai appris cet été, c'est que communiquer n'est pas informer. Et il faudra vraiment qu'on se pose tous la question, tous ensemble, parce qu'il y a 180 offices de tourisme en Occitanie, il y a 13 ADT, il y a un CRT, et malgré tout ça, et malgré tous les efforts de communication qu'on fait, quand il s'agit d'expliquer à quelqu'un qui n'est jamais parti en vacances où est-ce qu'il prend le train, où est-ce qu'il descend, où est-ce qu'il va prendre le bus pour aller jusqu'à son camping, là, il n'y a plus personne. Donc, la question de l'information, elle me semble totalement cruciale aujourd'hui. Ok, merci Jean. Olivier, sur les deux Charentes, un petit bilan rapide de saison et puis ta vision par rapport à la situation qu'on a vécue. Sur le bilan, je crois qu'il y a eu plein de littérature de fait, donc on est tous d'accord pour dire que il n'y a rien eu, on va dire, au printemps, hein, donc voilà, donc là c'est vite vu, et que sur la période estivale, en tout cas pour les Charentes, il y a eu une très belle saison. On a même des progressions par rapport aux clientèles françaises, donc sans commenter les slides, on voit que quand c'est rouge, c'est pas bon. Et on voit que quand c'est vert, ça commence à devenir meilleur et ça a commencé au mois de juin et ça s'est bien accéléré en juillet et août et que les tendances à venir sont quand même pas très très bonnes. Donc globalement, on pense qu'on atterrira avec une fréquentation qui sera en fin d'année de l'ordre de moins 20, moins 25% sur l'ensemble de la saison, puisque la saison, c'est bien maintenant du 1er janvier au 31 décembre, et l'été, on ne parle que de saison estivale. Et quand on regarde effectivement également ces graphiques, en vert clair, vous avez 2020 et en vert foncé, vous avez 2019. On voit bien que sur les clientèles françaises, on a été presque meilleur, même meilleur, et sur les clientèles étrangères, sans surprise, on est bien évidemment en dessous. Donc une fréquentation qui globalement en saison a été bonne, mais sur l'année qui sera bien évidemment largement en dessous. Et moi, ce que j'ai appris un petit peu pour rebondir sur les propos de Jean de cet été, c'est quand même on est dans une année plus que particulière, parce que se satisfaire d'un moins 20% de fréquentation, moi, il y a 1 an ou 2 ans, j'aurais dit que la filière, elle était capote, quoi, avec moins 20%, déjà moins 5%. Bon. Donc voilà, et on connaît pas trop les perspectives. Après, sur l'été, ce que ça nous a appris, je pense que vis-à-vis des élus également, et vis-à-vis peut-être des structures, c'est peut-être qu'on se trompe pas de client, et que le client, c'est pas le consommateur. En tout cas, moi, je suis convaincu que pour les institutionnels, ce n'est plus le consommateur, c'est bien les professionnels. Et on a vu que la crise, et nous, ça nous a conforté, la crise, elle a conduit à ce que les institutionnels, et notamment, moi, je parle que de Charente Tourisme, a vraiment affirmé un accompagnement des professionnels, et que quelque part, le cœur de nos métiers de demain, ça sera l'accompagnement des professionnels. Et si ces professionnels vont bien, il y aura de l'attractivité. Et je pense que la logique, elle est plutôt dans ce sens-là. Jean-Baptiste, de ton côté, avec la Mona, vous avez beaucoup animé en ligne de formations à destination, notamment des offices de tourisme. Vous avez collaboré avec d'autres régions aussi, avec une mutualisation. C'est des choses qui se faisaient déjà avant, mais qui sont vraiment renforcées.
il y a eu ce besoin de se retrouver, de faire des choses, d'animer le territoire. Et comment ça a été ressenti, vécu, et qu'est-ce que ça donne aujourd'hui après quelques mois justement d'intenses webinars? Oui, les fameux la Zoom party. Déjà bonjour à tout le monde. Ce qu'il en ressort, c'est il y a des chiffres pour les filières, etc. Ce que me touche le plus, moi, c'est que ça fait dans quelques jours, on fêtera les 7 mois du début du confinement, puis des confinements, etc. Et ces 7 mois, c'est avant tout les hommes et les femmes du réseau qui n'ont pas arrêté de s'adapter dans toutes leurs missions, dans toute leur organisation, dans toutes les méthodologies de travail, dans tout la collaboration qu'il y a pu avoir aux différents échelons. Et c'est là qu'en effet, en termes d'accompagnement qu'on a pu avoir et avec d'autres régions, parce que les enjeux étaient les mêmes un petit peu partout, ben oui, il y a des personnes qui étaient plutôt dans une phase de préparation de saison, conseillers en séjour, qui ont été formés à savoir prendre le téléphone, enfin pas savoir prendre le téléphone pour répondre, mais être à l'écoute des socioprofessionnels pour répondre à ce que disait Olivier, à réussir à faire la passe de tous les adhérents pour voir comment ils allaient, qui étaient en détresse aussi économique mais sociale et pendant tout le printemps. Et puis mai est arrivé, on décloisonne, saison, pas saison, on déstructure, on restructure, on réinvente des visites, on a des jauges, on a des déjauges. Tout s'est chamboulé, et vraiment une intensité des équipes et des organisations qui était assez forte. Et à la fin, la saison fonctionne. La saison ne sauvera pas l'année, mais elle a plutôt fonctionné dans pas mal d'endroits. Et c'est là où on arrive un petit peu à 3 typologies de territoires quand même. Oui, parce qu'il y a une grande disparité. Voilà, une grande disparité. Et aussi des organisations d'office de tourisme. Moi, la MONA et moi personnellement, je me jetterai jamais dans une observation de cette année précise parce que je pense que sur un même territoire, c'est hyper hétérogène pour un même acteur. Mais plutôt, voilà, les territoires où c'est difficile, on en ressort difficilement avec plutôt les urbains où il y avait aussi de l'étranger, où il y avait des opérateurs à grosse capacité, etc. Après, des deuxièmes territoires qui ont connu un bon rebond, et on a vu le littoral, on a vu des lieux où c'était plutôt propice à de l'activité de plein air, aux excursionnistes, où ça a plutôt bien fonctionné, et puis certains qui ont vraiment connu une bonne performance. On voit tous les territoires ruraux, de campagne, où il y a des grands espaces, certaines zones littorales, pour pas dire quasiment toutes, et bien sûr la montagne, où ça a été des autoroutes sur les randonnées. Dans les premiers lacs d'altitude, c'est la piscine municipale. Donc, et tout ça engage des vrais enjeux de comment on s'adapte pour la suite. Et là, on est dans le tempo de ça, en fait. Comment on prépare 2021 et la suite. On y viendra certainement dans les questions d'après, mais on est dans cette période de l'automne dans un grand écart de choses qui se passent dans le monde institutionnel, et en plus on a une injonction à se projeter. Et ça, c'est pas forcément évident en termes de compétences, en termes de mutualisation, en termes de travail groupé. Comme tu l'évoquais, Jean, on a plutôt été dans la réactivité à un choc sur le delta qu'il y a eu entre communication et information. Et là, on sait que ça risque de durer un petit moment quand même. Donc voilà, la mise en mouvement maintenant. Alors, au-delà du fait que ça dure et que ça va durer un petit moment, on a quand même l'impression qu'il y a beaucoup d'acteurs, privés comme publics, qui sont en train de se dire bon, il faut faire le dos rond pendant 3 mois, 6 mois, 9 mois, et puis à un moment tout va revenir comme avant. Est-ce qu'il n'y a pas un gros risque là-dedans? Est-ce que c'est pas notre rôle d'essayer d'accompagner les gens pour dire mais non, il y a des choses vraiment qui changent. Qu'est-ce qui a vraiment changé et qu'est-ce qui à long terme? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a des choses qui seront plus comme avant, qu'on aura peut-être moins de touristes internationaux, au moins sur les 2, 3, 4 ans qui viennent? Votre regard, messieurs, Jean? Moi, je pense que si on parle du tourisme de demain, il ne faudrait pas que nous, institutionnels, on se mette dans la tête que c'est forcément pour les autres. Moi, je vous dis ça d'un regard un peu externe. J'ai suivi pas mal de travaux sur l'Office du futur. Je pense que ça doit faire 10 ans qu'on travaille sur l'Office du futur. Pendant ce temps-là, je ne suis pas sûr que l'Office du présent se soit amélioré sur un certain nombre de prestations. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si l'évolution qu'on doit avoir par rapport à des situations de crise ne concerne que les acteurs privés, ça ne va pas le faire. Je veux dire, parce qu'on est plutôt assez fort pour être donneur de leçons en disant ouais mais toi il faudrait que tu fasses ça, il faudrait que tu prennes la démarche qualité truc, il faudrait que tu t'engages dans une formation de tourisme durable. Moi je pense qu'il n'y a pas, si on ne profite pas de cette crise pour se poser la question d'une restructuration, en tout cas d'une réorganisation fondamentale de notre organisation institutionnelle, on n'en sortira pas grandi. Pour moi il y a 2 sujets. Le premier c'est celui de l'observation
et derrière l'observation des objectifs qu'on assigne à l'économie touristique. On veut quoi? À cette question-là, j'y reviendrai tout à l'heure, mais à cette question-là, moi quand j'étais consultant, jamais je n'ai eu un appel d'offres où on nous disait on est dans une situation où on pèse 100 et on voudrait peser 110 demain et on aimerait que vous nous aidiez à trouver les vecteurs de croissance pour passer de 100 à 110. Jamais on est capable de formaliser des objectifs. À partir de là, quand tu poses la question est-ce que l'été a été bon, enfin, tout le monde est capable de dire que l'été a été bon puisqu'on ne sait pas si c'est, on ne sait pas qualifier ce qui serait moins bon de ce qui serait meilleur. Donc à partir de là, c'est assez facile de se dire qu'on est satisfait. En général, on l'est toujours en fin d'été. Et puis le deuxième sujet, c'est celui de nos organisations, de nos statuts. Moi, je pense qu'il faut mettre fin au statut institutionnel de nos organisations. Pour moi, c'est plus possible. On devrait être des organismes professionnels, financés par l'économie des entreprises et pas directement par les collectivités, ce qui n'empêche que les collectivités ont le droit de financer ces structures-là. Mais le fond du financement, c'est devrait être les structures institutionnelles. Je le dis toujours, je ne sais pas si vous savez quel est le plus gros bénéficiaire de l'économie touristique en France, c'est les concessionnaires autoroutiers qui payent que dalle pour le marketing de nos destinations, alors qu'ils vivent du trafic des gens qui partent en vacances, qui partent en week-end, ou qui partent tout simplement, ou des fois, voir leur famille comme ça. Donc, si on ne change pas ça, moi, je pense qu'on aura du mal. Et ce qui a été assez étonnant cet été, c'est de voir que nous aussi, on a fait notre plan de relance, comme a dit que Jean-Luc Boulinlin, là, tout à l'heure. Mais sur les 3 millions d'euros qu'on a consacrés au plan de relance en Occitanie, la moitié a été consacrée pour accompagner les filières. C'est-à-dire des actions sur lesquelles nous n'étions pas maîtres d'ouvrage. C'est la première fois qu'on fait ça. C'est-à-dire qu'on a donné, par exemple, 150 000 euros à la Fédération de l'hôtellerie plein air pour engager une action de marketing. C'est eux qui étaient maîtres d'ouvrage, c'est pas nous. Donc on leur a dit, voilà, qu'est-ce qui pour vous serait performant? Et pour une fois, on leur a demandé, et c'est pas nous qui avons décidé à leur place ce qui serait bien. Et je pense que ce statut institutionnel, il est pervers. Il est pervers parce qu'on ne sait pas si on doit agir pour le compte de collectivités avec souvent des conventions, on va dire des conventions d'objectifs qui ne contractualisent pas grand-chose, en fait. Est-ce qu'on est au service des professionnels? Est-ce qu'on est au service des habitants? Est-ce qu'on est au service des touristes? C'est compliqué. Si on était dans un statut professionnel, enfin d'organisme professionnel, comme le sont la plupart des AOC dans le domaine agroalimentaire, par exemple, je pense qu'on ferait un grand bond en avant. De notre côté, on va attendre que les régionales passent, mais on a une commande de la présidente de région pour faire évoluer le statut du CRT en statut coopérative, avec une réflexion sur, voilà, c'est quoi l'objet coopératif d'un CRT? Si on arrive au bout de la réflexion, moi je suis prêt à revenir l'année prochaine pour vous dire comment on en aura bavé pour définir ça. Mais au-delà d'engager, parce que vous savez que dans une coopérative, les salariés sont forcément représentés, au-delà d'engager les salariés du CRT dans ce format coopératif, échanger avec des hôteliers, avec des EPCI, avec des habitants, peut-être aussi sur l'objet coopératif d'une structure comme un CRT, je trouve que le débat serait intéressant. Donc si la crise nous amène à réfléchir à ça, je trouve que c'est bien, mais si on ne réfléchit pas à ça au prétexte de la crise, je trouve qu'on aura un peu perdu de notre crédibilité vis-à-vis des acteurs privés. Olivier, vous, ça fait déjà quelques temps que vous aviez shifté justement sur cet accompagnement aux prestataires, sur la valeur économique finalement du tourisme sur vos territoires. Vous avez accéléré encore ce mouvement. Quel est le ressenti justement des professionnels que vous accompagnez sur ces sujets-là ? Le ressenti, ça va être difficile, parce que ça serait que je serais jugé parti, donc j'aurais du mal. Sans langue de bois, est-ce que là, ils ont compté sur vous? Est-ce que les outils que vous leur fournissez leur sont utiles? Est-ce qu'ils vous le disent? J'espère. Oui, évidemment, mais ils nous ont un peu plus quand même. Mais je dirais, moi, deux choses. D'abord, avec Jean, on se connaît depuis longtemps et je vois bien ce qu'il veut dire, mais il ne faut pas... le problème des élus ou des techniciens, parce qu'on parle beaucoup des élus, mais les techniciens et les directions, on n'est pas mieux, c'est qu'on pense que la réponse, elle est tout de suite, elle est en tout cas largement dans l'outil. Pour moi, l'outil, c'est simplement un machin qui aide à mettre en place une stratégie. Et pour mettre en place une stratégie, il faut effectivement, par contre, que les décideurs soient très clairs sur l'ambition et le sens qu'ils veulent donner. À partir du moment où c'est pas une séance de travail ou des séances de travail faciles, mais à partir du moment où on arrive à pousser des décideurs, quels qu'ils soient, des décideurs, chefs d'entreprise ou autres, à formaliser clairement quelles sont leurs ambitions, quel est le sens qu'ils veulent donner aux choses, une direction générale après, elle est là simplement pour dire comment on y va. Si moi on me dit, l'élu il me dit, demain tu vas à Pau, moi je vais choisir la meilleure route qui me semble pour aller à Pau. Et c'est cette étape
de bien caler les volontés stratégiques qui est jamais faite. Et après, c'est le bordel. C'est le bordel parce que si on ne vous dit pas où on vous demande d'aller, comment tracer la route? Donc je pense que ça, c'est un vrai problème. Et après, les organisations, elles sont là pour sous-tendre simplement les stratégies et quelque part les outils d'organisation. Donc le problème, il part de là. On a essayé, nous, de faire ce travail avant la fusion avec la Charente et on l'a réactivé en Charente. Et on a fait, par rapport à ces volontés stratégiques des élus, on a mis en place une stratégie qui était vraiment celle d'accompagner les acteurs. On a réparti nos ressources et la stratégie, c'était vraiment de se dire, on est là pour accompagner les acteurs, pour créer de la richesse et créer de l'emploi. Ça paraît des phrases bateaux, mais quelque part, la stratégie qu'on a d'accompagner des professionnels avec des sites internet, d'avoir des solutions technologiques de réservation et de paiement en ligne, c'est simplement pour éviter qu'une vingtaine de % partent dans les OTA à l'étranger. Donc toutes les actions que l'on mène ensuite sont un exemple de la mise en œuvre de cette stratégie. Donc pour nous, on est vraiment là pour renforcer l'économie matérielle. Et renforcer l'économie matérielle, c'est bien soutenir les professionnels dans tous les domaines dans lesquels on peut les soutenir. On pourrait appeler ça très largement de l'ingénierie, qui peut aller non pas sur l'obtention d'un tampon qualité, mais l'obtention et l'accompagnement dans un process d'augmentation de qualité. L'accompagnement sur également, bien évidemment, la réservation, le paiement en ligne ou d'autres choses. Donc notre stratégie a toujours été celle-ci, en tout cas depuis la fusion. Il y a 2 ans, on avait 65% à peu près de nos ressources qui étaient sur ce volet de l'ingénierie. Et donc 35%, c'est le matin, donc 65, oui, ça fait 100. Et 35% sur la communication, l'attractivité ou autre. On est aujourd'hui à 90-10. Peut-être que demain, on sera à 98-2. C'est-à-dire qu'on ne mettra quasiment plus d'argent, ce qu'on ne fait plus déjà, en communication B2C. Les seules actions d'attractivité que l'on fait, c'est des actions d'attractivité avec des intermédiaires, des influenceurs, des éditeurs ou autres. Et même notre site internet, pour moi, n'est pas un outil de communication, un outil d'attractivité. C'est un outil d'accompagnement de la performance économique des acteurs, puisque le facteur roi, l'indicateur roi, c'est le taux de transformation. Ce n'est pas le nombre de visiteurs, c'est le taux de transformation. Donc pour moi, la crise parce que les professionnels étaient en crise, a conforté notre stratégie, qui était d'accompagner ces professionnels. Et eu égard à ce qu'a mis en place l'équipe qui, comme toutes les équipes institutionnelles, qui adore son métier et qui s'est beaucoup donné pendant cette période, qui n'était pas facile socialement non plus, on a eu, des séries de webinaires ou autres comme tout le monde, avec par moments quand même des milliers de professionnels qui ont participé et qui nous ont interrogés avec des cellules d'écoute, avec un certain nombre de choses. Donc j'allais dire, à partir du moment où le téléphone sonne, ça veut dire que quelqu'un s'est dit que peut-être il pouvait avoir une réponse à une de ces questions. Donc à partir du moment où on partirait de ce postulat-là, on peut penser qu'on a servi à quelque chose dans cette crise. Oui. Mmh. Jean-Baptiste, même chose au niveau des offices de tourisme. Effectivement, le téléphone a sonné. Effectivement, les professionnels étaient en attente. Est-ce que c'est aussi l'occasion de recréer un nouveau lien? Il y a aussi différents statuts. Il y en a beaucoup qui étaient partis sur de l'autofinancement et qui connaissent donc aujourd'hui les mêmes problématiques que les entreprises privées. Comment tu vois la situation selon justement ces différents types de cas et quels sont les retours du terrain? Je dirais qu'on prend de plein fouet l'hétérogénéité de notre organisation, de nos statuts, de notre un peu complexité d'organisation que tu soulignais aussi, Jean. Il y a vraiment le grand écart. Grand écart, là, à l'instant T, on finit une saison qu'on a tirée au maximum avec l'été indien pour réussir à en récolter le maximum. On prend la vague de nouveaux élus avec des nouvelles têtes, des nouvelles organisations, des nouvelles méthodes et qu'il faut réembarquer pour une vision, pour une stratégie de moyens et tout ce qui va avec. Et ce que j'évoquais tout à l'heure, l'injonction, mais projette-toi pour la suite parce qu'il y en a qui toquent à la porte. Professionnel ou pas. Et puis parallèlement, je vais donner des exemples. Une semaine de sollicitation à la Mona, un c'est pour parler d'une fusion, l'autre c'est parce que l'office de tourisme doit basculer 100% office de tourisme des habitants. Une troisième, ça va être pour une communication. Pour l'automne, on fait les visites guidées gratuites et on a une opération exhôtelier pour faire venir de la clientèle de proximité pour cette arrière-saison. Et un autre va nous solliciter pour un moment de concertation et de participatif pour créer avec les socioprofessionnels et les élus la stratégie 2021. Et là, on a le grand écart, quoi. Là, on commence à voir tout le prisme de ce qui est en train de
Touquet, non pas un observatoire chiffré de ce qui se passe, mais où en sont les projets et les réflexions dans les offices de tourisme. Et ce qu'on voit, c'est que à chaque fois, parfois c'est un office de tourisme seul, parfois c'est un office de tourisme avec ses socio-professionnels, parfois c'est un office de tourisme avec ses socio-professionnels et avec les niveaux départementaux ou régionaux. Et on voit là aussi en termes de processus que c'est pas tout à fait la même démarche partout, alors que l'enjeu est le même pour tout le monde. On a pris une claque, on est en train d'apprendre à vivre avec une claque. Ceux qui étaient déjà avec une culture d'entreprise, le terme agilité, mais ne pas être que dans la réactivité, mais d'organiser les choses, ont pu s'organiser en interne pour réussir à donner des coups de fil à 600 partenaires en 3 semaines pour faire des choses comme ça. Et d'autres ont plié boutique et n'existaient plus parce que l'accueil physique n'existait plus. Et ça, on prend une claque parce que ce moment-là, moi, je le trouve propice. Aussi parce qu'il y a des CA, des bureaux, des CODIR qui arrivent, parce qu'ils nous obligent à nous questionner sur nos fondamentaux. On a 4 missions régaliennes dans les offices de tourisme, les 4 ont pris une claque. L'accueil a pris une claque, la relation prestat a pris une claque, l'information a pris une claque, la communication a pris une claque, la surcommunication nous a mis face à nos incohérences. Et donc on est dans le bon tempo pour rassembler, pour mettre autour de la table. Et pour le coup, les offices de tourisme sont certainement les seuls, et CDT... FED comme nous ou CRT sont les seuls qui mettent autour de la table une approche interfilière. Est-ce qu'il faut homogénéiser la situation du coup, ou pas est-ce forcément qu'il faut continuer de laisser finalement selon les territoires, selon les organisations, chacun choisir ce qui lui convient le mieux? J'ai 2 réponses. Je dirais il y a une logique de processus à lancer. Il ne faut pas attendre, je pense que personne n'attend ici, on est déjà dans le processus de se projeter, mais il y a un processus peut-être un petit peu méthodologique. Mais par contre, là où la réponse n'est pas collective, c'est que les offices de tourisme sont ancrés dans des écosystèmes locaux, où selon la taille, selon les partenaires qu'il y a, selon la typologie du territoire, il s'avère que les choses ne sont pas duplicables. On a vu l'année dernière, les autres années, par exemple, les comptoirs des loisirs à Évreux qui avaient fait un vrai choix stratégique de s'orienter vers les habitants. Ce n'est pas des choses duplicables partout. Mais ils se sont ancrés sur la réalité, l'écoute des professionnels, l'écoute des clientèles, l'écoute des marchés potentiels, l'écoute de ce tourisme de proximité, en fait, qui n'est pas du tourisme, c'est juste des voisins qui sont venus consommer à côté à 50 km. Et donc, on est dans la consommation de tous les jours, on est dans la vie quotidienne de tous les jours. Et avec les élus qui arrivent, cette pédagogie de la répétition, mais la pédagogie aussi de donner des billes un peu stratégiques. La gouvernance de l'OT, il y a des socio-professionnels dedans. L'OT doit amener des billes à sa collectivité pour faire germer les choses. Le positionner comme un acteur incontournable du cadre de vie local permet aussi de vraiment accélérer sur le côté de décloisonnement. En fait. L'office de tourisme, c'est pas que les activités de loisirs, les prestataires hébergeurs et que la commercialisation et tout ça. Il y a aussi certains qui sont inscrits dans des plans climat, des plans durables, plein de choses qui travaillent au développement local. Et là, je trouve que cette période-là nous oblige à se questionner, je disais, sur les fondamentaux et doivent permettre d'accélérer sur ces éléments. Mais pas seulement pour mettre en application un énième plan de relance, mais vraiment se dire c'est quoi notre vision, notre raison d'être, nos vues. Et après, il y aura la stratégie de moyens qui viendra derrière. Et nous, du coup, à la Mona, juste pour finir, pardon, sur 30 secondes pour le timing, accompagner le réseau, mais c'est pas que nous, en fait. On discute avec les collègues de la Mascotte, de la Normandie, de Haute-France, ça peut être avec les voisins d'Occitanie. On en est tous à la même logique, en fait. Ce décloisonnement, il faut qu'il soit structuré, il faut qu'il s'organise, et c'est plus forcément avec les méthodologies qu'on connaît ou les processus qu'on connaît. D'un mot pour conclure, sachant qu'on vous retrouvera tous les 3 sur des ateliers qui vont se dérouler au long de ces 2 jours. Jean, peut-être tu l'as évoqué au début de ton intervention, vous avez rajouté un L à votre nom pour loisir. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? Tu l'as un peu expliqué, hein, mais essayer d'amener de nouveaux consommateurs à être plus présents sur l'activité de loisir, leur donner l'opportunité de davantage consommer. Est-ce que pour toi, c'est réellement, au-delà d'une politique sociale, un moyen de compenser ce qu'on perd sur d'autres clientèles, ou c'est vraiment le mouvement que tu veux impulser? Moi, j'aime pas le terme compenser. Je crois que j'ai eu droit à des images, non? C'est ça? Ouais, j'ai un petit souci de télécommande. Ah bon, non, mais sinon... Hop, ah oui, regarde-les, voilà, j'étais trop loin. Je suis désolé, Olivier, hein, c'était les tiennes. On va les remettre à dispo, hein, mais
Voilà, je voulais juste partir de là par rapport au L-rajout. Alors moi, j'aime pas le terme compenser parce que moi, je pense que les nouvelles clientèles qui sont venues cet été, d'abord, j'aimerais bien qu'il y ait un vrai travail au niveau national d'analyse pour savoir qui sont ces nouvelles clientèles, entre les clientèles françaises qui avaient l'habitude de partir à l'étranger, qui sont restées, sur quel motif elles sont restées au-delà qu'elles ne pouvaient pas prendre l'avion, et qu'est-ce qui les a finalement intéressées quand elles sont restées en France, surtout pour celles qui découvrent les Cévennes, comme on l'a vu tout à l'heure. Et puis, il y a ces nouvelles clientèles qui ont été aidées, parce qu'il y a eu quand même un effort de solidarité nationale, bien amené aussi par les régions. Moi, j'en parlais tout à l'heure par rapport à la carte oxygène. Donc, il n'y a pas de compensation. On a découvert qu'il y avait d'autres vecteurs de croissance. Et quand je dis ne pas se fier aux apparences, moi j'aime bien cette image parce que voilà, soit c'est le cheval qui traverse la route, soit c'est la route qui traverse la forêt. C'est pas le même regard. Mais si on regarde après, là, c'est la diapo d'après. Ça, c'est un truc que je présentais l'autre jour aux équipes, juste avant, pardon. Ouais. Voilà. J'ai mis ces deux diapos parce que d'un côté, vous avez des clientèles asiatiques. Alors, je les ai choisis volontairement parce que un jour, et je vous promets que c'est vrai, dans une mission que je faisais dans une région où on parlait de tourisme de proximité, l'élu en charge du tourisme me dit: ouais, vous avez raison, les clientèles de proximité, c'est important, mais moi, je veux des clientèles asiatiques parce que ça se voit. Il l'a dit réellement comme ça. Et l'idée que, finalement, l'attractivité d'une destination serait appréciée au nombre de kilomètres qu'auraient fait les touristes pour venir nous voir, moi, ça me gave depuis des années. J'ai commencé ma vie en acteur du tourisme parce que j'ai un permis de bus et un brevet d'état de kayak, et j'amenais des gens faire du kayak. Et puis un jour... donc c'était des clientèles à Besançon, et puis un jour il y a quelqu'un qui me dit: attends, je vais t'amener un groupe de Chinois. Alors il a négocié le prix parce qu'il m'a amené un groupe, et le journal local est venu photographier les Chinois qui descendaient la Loue, c'est une petite rivière, et je me disais: mais ils ont payé moins cher, le journaliste se déplace alors qu'on fait ça tous les jours avec des clientèles locales, pourquoi ça m'intéresse? Donc à la fin on paye de la même manière. Mais j'ai mis les deux photos en opposition. Pas pour les opposer, mais juste pour, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'observation de l'économie. On apprécie l'économie avec des touristes qui se prennent en selfie devant Montmartre parce qu'on dit voilà, ça c'est l'économie touristique. D'ailleurs, il y a deux temps d'observation en France. Il y a le 15 août avec tous les experts qui viennent nous dire si la saison est bonne ou pas bonne à la télé. On n'attend même pas la fin du mois d'août. Et puis il y a grosso modo le mois de février pour qu'on sache si on a dépassé les 100 millions de visiteurs étrangers ou les 85 millions là. Entre les deux, il n'y a que dalle. C'est-à-dire qu'on n'apprécie pas le tourisme autrement qu'à travers ces deux moments-là. La photo de kayak, au-delà du fait que vous avez compris que j'aime bien le kayak, mais c'est les gorges du Tarn, un peu plus haut que les Cévennes, en aval de Saint-Énhymy. À Saint-Énhymy, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un petit village qui fait environ 600-700 habitants, sur lequel il y a un collège. Dans les Cévennes et en Lozère, il n'y a pas beaucoup de villages où il y a des collèges. Le collège, il n'existe que parce qu'il y a une population permanente qui habite à Saint-Énhymy. La population permanente de Saint-Énhymy, elle est permanente parce qu'il y a des commerces, et les commerces existent parce qu'il y a des touristes. Si on apprécie l'économie touristique uniquement sous le prisme de la fréquentation étrangère, ben effectivement, on le regarde plutôt avec des Japonais qui se prennent en photo devant Montmartre. Si on l'apprécie sur les services publics qu'on maintient et dans les services publics, les collèges, et sur l'économie qu'on est capable de maintenir dans les territoires, on n'a pas le même regard. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'au regard de cette crise, on apprécie les choses autrement. Et moi, je maintiens que on ne parle pas de clientèle d'appoint quand on parle de ces clientèles nouvelles. Et si on regarde juste la dernière photo, quand on travaille sur des matrices qui ont pour objet de réfléchir où sont les enjeux de croissance de nos destinations, chaque fois moi je présentais cette matrice à des acteurs que j'accompagnais quand j'étais consultant, en disant voilà, c'est quoi vos vecteurs de croissance? Tout le temps, les acteurs institutionnels disaient c'est une extension de marché. C'est-à-dire que c'est forcément toujours des nouveaux marchés. C'est jamais la pénétration de marché présent, c'est jamais la population locale, c'est jamais les activités de loisirs qui, je le rappelle, comptent dans l'économie touristique. Moi, 40% des 16 milliards d'économie touristique de l'Occitanie, c'est les habitants. Enfin, je veux dire, il y a un moment. Donc, quand on réfléchit à des enjeux de croissance, eh ben, faire plus 2, plus 3% chaque année sur quelque chose qui pèse 40% par rapport à faire 10% sur quelque chose qui pèse 0,01% pour prendre des clientèles très lointaines, le choix, il est vite fait. Donc, moi, j'espère qu'on va changer de regard et qu'on ne parlera pas de compensation, et qu'on ne parlera pas de clientèle d'appoint, et qu'on va comprendre que, par rapport à ce que disait Olivier tout à l'heure, on est revenu avec les clientèles françaises, en plus qu'on a eu cette année, au même niveau de fréquentation sans les clientèles étrangères. Ben, si on gardait ça, et qu'on se dit l'année prochaine, ben, on va se récupérer des clientèles étrangères, c'est-à-dire que là, on va progresser. Mais ça veut dire que pour faire ça, il ne faut pas abandonner ce qu'on a fait cette année,
en particulier en faveur des clientèles les plus défavorisées qui ont droit à des vacances, en particulier pour les enfants, parce que c'est ce qu'on a vérifié au regard de la carte oxygène, mais au regard aussi des chèques vacances qui ont été donnés à cette nouvelle population. Elle a permis la croissance cet été. Mmh. Olivier ? Oui, bien sûr, il n'y a pas de grande clientèle ou de petite clientèle. Après, je pense que par rapport à tout ce que dit Jean sur l'observatoire, les enquêtes, etc., le tourisme, même si on dit que c'est de l'économie, il souffre de deux problèmes. D'abord, c'est pas une activité noble, parce que sinon les élus se battraient pour être ministre du tourisme. C'est pas une activité noble parce que les énarques ne choisissent pas d'aller dans les administrations centrales qui font du tourisme, et à partir du moment où on n'a pas ça, c'est des acteurs qui, du coup, pour l'État, comptent moins. On avait accueilli ici, il y a 3 ans, les auteurs du mythe du laquais, qui avaient fait leur thèse sur ce sujet-là, qui démontre assez bien. On n'est pas vraiment dans de l'économie, c'est pas un secteur vraiment qui est recherché, et donc on n'a pas un véritable tableau de bord d'intelligence touristique plutôt que d'observatoire. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est sur l'organisation. Mais c'est la loi, c'est comme ça. La compétence, elle appartient à des élus de territoire, mais à des territoires. Et du coup, moi, je suis convaincu que l'organisation, elle doit largement évoluer vers plus de convergence stratégique, plus de liens peut-être entre notamment le local, office de tourisme et CDT. Moi, j'en suis convaincu. Rien n'a été fait, nous, cette année, dans le plan de relance ou autre, sans que ce soit avec les offices, parce que sinon, on n'aurait pas pu le mettre en œuvre. Comment je peux toucher, moi, 6500 acteurs? C'est impossible. Comment je peux saisir une information si je suis tout seul, si j'ai pas les offices de tourisme? C'est impossible. Mais les offices de tourisme de Charente ne seraient pas dans la santé qu'elles ont actuellement si jamais il n'y avait pas une structure à 6 millions d'euros qui investissent 90% de ses ressources dans des solutions, des outils, et de leur donner les moyens également de mieux faire leur job vis-à-vis des professionnels. Donc il y a un problème national, il y a un problème local, c'est évident par rapport à cela. Après, le tourisme, c'est une activité qui est très diverse. Je partage les propos de Jean et je peux dire que je suis pas d'accord et dire complètement l'inverse. C'est que le loisir est important, l'excursionniste est important, mais j'ai rarement vu un excursionniste qui remplisse des chambres d'hôtel. Donc à un moment, il faut bien des touristes au sens de la nuitée. Et puis à un moment, on sait bien qu'un touriste, il dépense moins quand même que une clientèle étrangère parce que le panier moyen est plus important. Donc pour certaines structures où il y a besoin de rentabilité, de panier moyen élevé, le touriste notamment étranger, pas parce qu'il est étranger, mais parce qu'il a plus de pouvoir d'achat et plus intéressant. Donc quelque part, il n'y a pas de grande et petite clientèle. Il y a la nécessité de vraiment bien connaître les besoins des territoires et les besoins des professionnels et ne pas se dire qu'on les connaît. Je préfère leur poser la question et qu'ils me donnent la réponse plutôt que ça soit moi qui dise. On en revient aux questions d'observatoire et d'analyse. Ça fait 20 ans que je fais du tourisme, donc je connais bien leurs problèmes. Donc c'est bien identifier ça et mettre en place des solutions. Et c'est pour ça que moi je maintiens, en tout cas à notre échelle, que les choses sont tellement vastes en termes de clientèle. Alors, les longs courriers, les moyens courriers, les étrangers de proximité, les touristes français, les touristes français de proximité, le loisir, les habitants, les résidences secondaires, etc., qu'on a de toute façon des budgets publics contraints, et que quelque part, pour moi, la meilleure plus-value, la meilleure création de valeur de la structure, c'est un peu l'idée du business model de la structure qui était la dernière slide, je crois, c'est de se dire, il vaut mieux accompagner les professionnels avec les moyens que l'on a. Moi, je considère qu'il vaut mieux qu'on mette 1 million d'euros dans des outils d'accompagnement, des solutions technologiques, etc., au service des offices de tourisme, au service des acteurs, plutôt que de mettre 1 million d'euros sur des campagnes de com avec... Quel retour? On n'en sait rien. Et même 1 million d'euros, ce qui est énorme. Mais on est lilliputien. Donc voilà. Donc, à mon avis, un problème national de noblesse, on va dire, du tourisme, un problème local où il n'y a pas de convergence parce que pour l'instant, tout le monde veut continuer à travailler dans son secteur, on va dire ça comme ça, dans son précaré ou sur son territoire. Et ensuite, c'est un problème de fond qui est pour moi que les institutionnels et même les CRT, pour moi, il vaudrait mieux qu'on focalise le peu de moyens que l'on a au final, parce qu'on a peu de moyens, sur l'accompagnement réel des professionnels par des outils, par des services, par de l'ingénierie, par du recrutement de compétences. Si on a recruté un Yield Manager qui vient d'accord chez nous, on doit être la seule structure institutionnelle à en avoir un, c'est pas pour me faire plaisir, c'est parce qu'on pense que le Yield est un élément important de la performance économique des acteurs. Et si demain, on reprend toutes nos ressources et on les dirige vers les acteurs, j'en disais 183 offices de tourisme, je ne sais plus combien de CDT, etc. Bon, si
on se dit qu'on aurait de quoi quand même accompagner sérieusement. Maintenant, il faut avoir le courage de ça. Et il faut avoir le courage d'arrêter d'avoir donc des affiches dans le métro à Paris, et plus particulièrement pour nous, Montparnasse, Assemblée nationale et Luxembourg. C'est bien Luxembourg aussi. Voilà. Merci, je te laisse le poser là. JB, d'un mot très rapide pour conclure, parce qu'on est déjà à la bourre. On va dire que tout a été dit alors. Il y a beaucoup de littérature qui est sortie sur tout ça. Moi, il y a un article qui m'a particulièrement marqué et qui présentait un triptyque: choc, adaptation, nouvelle habitude. Et le troisième, qui est nouvelle habitude, pour nous, le défi, c'est ça. C'est aider tout un réseau auprès des offices de tourisme, et qui rejoint les différents items qui ont été évoqués. Comment les aider, comment on s'aide mutuellement à comprendre ces nouvelles habitudes de consommation, d'orientation, de choix stratégiques. Donc derrière, ça amène des montées en compétences, ça amène certainement à se restructurer, ça amène certainement à accompagner des démarches à des échelles départementales, régionales, mais parfois aussi micro-locales. Moi, j'étais particulièrement marqué sur... Ça a accéléré pour un certain nombre de territoires des actions garder du durable dans les stratégies, des actions locales solidaires. Dès que l'économie est repartie, on les a plus vues. Et ça, pour moi, ça met le doigt sur des fondamentaux de qu'est-ce qu'on veut comme tourisme, comme loisir, comme consommation demain. Est-ce que la mise en relation commerciale, les offices de tourisme, on est très bon pour faire de l'animation de réseau, mettre en réseau, etc. Là, on a un challenge par rapport aux opérateurs de mettre de la mise en relation commerciale. Et le défi à comprendre ces nouvelles habitudes aussi, je le ressens par rapport aux typologies de territoire ou de typologies de champs d'activité. Je disais tout à l'heure, des territoires comme la campagne ont connu des grosses performances. Mais du coup, eux, il y a un vrai défi de comment on fidélise ça. L'année prochaine, tous les gens qui sont venus, il y en a qui reviendront, il y en a qui reprendront des vols ailleurs, mais comment on les fait revenir dans 2 ans? Comment on dit que c'est pas juste un one-shot en fait? Est-ce qu'on est prêt à accueillir ça? Est-ce que des stratégies de GRC sont là? Est-ce que des mises en offre sont là, etc. Et à court terme, pour moi, c'est plutôt comprendre ça. Et à plus moyen terme, c'est ce rebond sur cette logique de décloisonnement, qu'on a vu que le tourisme, c'était beaucoup de la consommation locale aussi, et comment on remet la mise en offre, comment on redesign nos services, comment on redesign les partenariats, comment on décloisonne des sacro-saints prestataires avec des sociotypes, mais plutôt qu'on réfléchisse à quel rôle en termes de prescripteurs, d'offreurs, d'accueillants. Et c'est plus du tout la même chose que hôtelier 4 étoiles, camping, activités de loisirs. Et voilà, prescripteurs, offreurs, accueillants, ça dure toute l'année, ça. Et ça, c'est assez important. Et pour finir, vraiment pour finir, j'ai un pote ce week-end dans un moment récréatif et festif, on va dire, une bonne cuite, qui me disait, tu sais que l'étymologie en grec du mot crise, c'est faire un choix. Et du coup, ce qu'on est en train de se dire, ce que tu évoquais Jean, ce que tu évoquais Olivier, les nouveaux élus qui sont arrivés, les offices touristes qui se re-questionnent sur les fondamentaux, ben ouais, on est en plein processus de faire un choix de comment on veut rebondir en 2021, mais que ça nous fasse la feuille de route des prochaines années. Et je finirai par ça, Ludo. Merci pour cette conclusion. Merci à vous 3, messieurs. On peut les applaudir.